Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Affaires Obscures. Salut David. Et salut Florent, comment ça va? Bah ça va très bien et toi? Écoute, depuis la bête du Gévaudan, ça va bien. Merci à tous nos auditeurs qui nous ont écoutés encore nombreux cette semaine. Donc merci à vous. Merci à vous. Évidemment, moi j'ai pas eu l'occasion de croiser en dehors de mon chat une bête. Je sais pas, peut-être toi de ton côté au Canada. Non, des écureuils dans le jardin, mais rien de terrible. Okay. Ah si, des ratons laveurs la semaine dernière dans le jardin. C'était pas mal. Des ratons laveurs. Ah ouais, d'accord. Des ratons. Alors je sais pas, c'est typique du Canada ça, parce que moi j'ai pas l'impression d'en avoir dans ce qu'on appelle la Bec. À côté de... Non. Chez moi. Non, il y en a pas. Il y a pas de ratons laveurs. Mais ça construit des petits ponts, ça, les ratons laveurs, c'est ça, hein? Non, ça, je crois que c'est les castors. Ah ouais, voilà. Ouais, je pense que vous avez compris qu'on lancera jamais le podcast sur les animaux. Sur la faune et la flore, mais... Ah oui, non, mais je pense que pour le coup, les castors, il y en a au Canada. Ouais, il y a des castors, on a des marmottes, on a tout au Canada. Donc, il y en a aussi sans doute en France, hein, mais bon... Ouais, c'est ça. Mais des ratons laveurs, je suis pas sûr qu'il y en a en France. Bon, enfin bref. Oui, bref. Bref, revenons à nos moutons, ou plutôt à notre loup du Gévaudan. Bah exactement. On espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie d'écouter la suite. En tout cas, moi, ça m'avait beaucoup plu. Eh ben, écoute, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu aussi. J'ai apprécié conter cette histoire. Évidemment, on vous tient informé. Alors à chaque fois on dit ça, on vous tient informé des news, des affaires. Bon, la bête du Gévaudan, on va pas se mentir, c'est pas comme le... C'était un peu il y a 400 ans, quoi. Donc ouais, ça va être compliqué d'avoir des news vraiment fraîches. Ouais, bon, on sait jamais, hein. On sait jamais, peut-être un truc qui tombe de nulle part. Mais en tout cas, bon, voilà, on reste attentif. Et puis moi, je suis attentif aussi à une chose cette semaine. C'est quoi ton sujet, Florent? Ah bah attends, avant de rentrer là-dedans, moi j'ai deux nouvelles. Alors numéro 1, MH370. Alors je suis content, sur YouTube il y a plein d'experts qui ont aussi démonté le documentaire de Netflix. D'accord. On en avait parlé la semaine dernière. J'avais fait ma petite réaction à chaud quelques jours après la sortie et tu vois, en réécoutant, je me suis dit ouais, j'y ai peut-être été un peu fort et tout, mais après c'était ce que j'y pense, enfin mon avis, on va dire. Mais et ben écoute, sur YouTube, j'ai vu plusieurs experts en aéronautique qui remettaient aussi complètement en question ce qui avait été dit dans l'affaire du MH370. Donc assez un content. point pour toi. Un point pour moi, allez bam, la balle au centre. Et le deuxième petit feedback, écoute, Toutankhamon, ça fait un petit moment qu'on a sorti cet épisode, mais on a bien aimé avoir vos feedbacks sur est-ce que vous croyez à la malédiction, oui ou non. Il y a eu des petits débats dans les commentaires sur Facebook, donc n'hésitez pas à nous donner vos avis comme ça sur les épisodes. Ça nous nourrit un petit peu et ça nous fait plaisir d'avoir de bonnes nouvelles. Exactement, et on reste attentif à cette espèce de petite veille qu'on vous fait, du coup, de petits retours, petits feedbacks, comme tu le dis, sur les épisodes précédents. Donc là, merci Florent pour ces deux news toutes fraîches concernant ces deux épisodes, et puis peut-être la semaine prochaine d'autres nouvelles informations concernant les dossiers les affaires obscures qu'on a déjà parcourus depuis le début de ce podcast. On arrive au 11e épisode et alors comme on l'a dit sur nos réseaux, on avait déjà fait 2000 écoutes. Alors voilà, c'est des paliers, hein. Peut-être qu'on en passera d'autres prochainement, plus importants, mais en tout cas pour nous, 2000 écoutes, c'était déjà incroyable. Ouais, c'est énorme. Et puis là, je pense qu'on est quasiment même maintenant à 4000, donc on a déjà doublé ce palier. Et puis merci encore à vous tous. Et donc le 11e, on est sur une nouvelle série de 10 maintenant, le 11e épisode, Florent. Alors pour démarrer ce 11e, cette nouvelle série de 10, donc on va parler, tiens-toi bien. Alors tu m'avais dit que tu connaissais. Tu m'avais quand j'ai donné mon petit indice la semaine dernière, tu m'as dit je connais. Yes. Donc on va parler de l'affaire de Pont Saint-Esprit. Je connais. Alors qu'est-ce que tu la connais à fond ou tu la connais vaguement comme ça? Je la connais pas à fond. Je sais que, alors je vais te dire vraiment ce que j'en retiens. J'ai pas exploré le sujet depuis que tu t'as annoncé à peu près ce que ça allait être, mais de mémoire, alors ça se passait dans les années 50 déjà.
Exact. Voilà. Et puis c'était une histoire en fait alors je sais pas si c'est une hallucination collective ou alors un mais aussi. Il y avait pas une histoire de pain ou un truc comme ça. Enfin bref. Et si, bah voilà, c'était ça, c'était tout ce que j'avais, donc merci, c'était l'épisode. La semaine prochaine pour le 12e. Non, et ce sera un peu light quand même. Ouais. Écoute, mais... j'ai hâte que tu me racontes parce que je ne la connais pas en détail cette histoire, moi. Et c'est parti. Allez, on y va. C'est parti, allons-y, sans plus attendre. L'histoire de l'affaire du Pont Saint-Esprit. Alors, par où commencer ? Bon, déjà, je vais remettre un petit peu en contexte. Moi, j'aime bien remettre un peu en contexte et tout ça. L'affaire se déroule dans la France d'après-guerre, dans le sud et plus précisément dans la ville de Pont Saint-Esprit. C'est une petite ville en Occitanie qui se situe entre Orange et Montélimar, de 4500 âmes à l'époque, parce qu'aujourd'hui il y en a à peu près 10 000, je pense, dites-moi si je me trompe. Donc pour te situer un peu, on est au bord du Rhône, c'est vraiment... Je suis allé me balader sur Google Maps à Pont-Saint-Esprit, et c'est vraiment la carte postale du village français du sud. Bon, c'est un gros village, 10 000 habitants, on peut même parler d'une ville, avec des vignobles autour et compagnie. Donc... voilà, ça, t'as limite les cigales, tu sais, qui chantent un petit peu là. Donc surtout que là, on est en plein mois d'août. C'est notable. Moi, je pense que c'est notable dans cette histoire. On est 6 ans après la Seconde Guerre mondiale. On est en 1951. D'accord. Donc ça, je pense que c'est un petit point à noter. On verra pourquoi après. Et ça se passe en plein été, gros soleil, les vendanges à préparer dans quelques jours ou quelques semaines. Et comme je te disais, il y a comme un petit parfum de cigale et compagnie dans l'air. Tu vois. Ouais, moi, ça me donne envie de partir en vacances dans le sud quand j'écoute ça, mais pas très longtemps parce qu'on va voir ce qui s'est passé dans ce village. Donc, l'histoire commence, on va dire, le 12 août 1951. On a plusieurs patients qui viennent se plaindre de douleurs au ventre et de nausées. Donc chez les pratiquants chez les médecins, chez les praticiens du village. Et en fait, le 12 août 1951, il n'y a pas grand-chose d'inquiétant. D'ailleurs, le remède qui est conseillé, c'est de boire une genre de tisane, tu sais, qui est censée un peu aider à faire passer. Donc on peut penser un peu à des indigestions. Bon, en gros, ils ont bouffé un truc pas terrible. Donc il y en avait déjà plusieurs alors. Effectivement, on a plusieurs patients. Alors pour l'instant, on dit plus de ce que j'ai vu dans les sources, plusieurs. C'est pas non plus énorme, mais c'est vraiment les tout premiers, tu sais, les tout premiers frémissements de l'affaire. D'accord. Tu vois. Par contre, ce jour-là, on a quand même 2 frères qui ont des symptômes un peu étranges. Le premier, qui a 10 ans, assis sur son lit, il dit regarder de la neige qui tombe par la fenêtre. Bon, je te rappelle qu'on est le 12 août, impossible. Donc un petit peu flippant quand même. L'autre, il dit qu'il voit des oiseaux dans sa chambre qui sont en train de chanter. Donc ça aussi c'est un peu genre ok, les deux là ils ont dû bouffer un truc sacrément vérolé parce que voilà, c'est quand même assez spécial. Bon, le médecin, lui, il va penser à une insolation. Tu sais, ils ont joué dehors, ils ont fait une insolation, il divague un petit peu, mais voilà, un peu de repos, et puis tout devrait bien se remettre. Au même moment, le même jour, à 30 km plus au sud du village, on a un boulanger qui se plaint au maire de sa commune de la qualité de la farine qui lui a été livrée par son fournisseur. Il dit qu'elle est étrange, elle sent mauvais, et le boulanger il refuse de l'utiliser pour faire ce pain, tout ça. Ça, c'est un peu l'anecdote. D'accord. L'anecdote, au même jour, il a été relevé dans l'enquête, qu'on verra par la suite ce petit détail. Donc ça, c'est le 12 août. Dans les jours qui suivent, on a un peu toujours des gens qui viennent se plaindre, mais pas grand chose. Le 15 août, il y a un petit élément notable, c'est que tradition oblige, le village a organisé la fête de la Vierge et tout le monde participe. Bon, comme je te dis, on est dans l'après-guerre, c'est pas un banquet gargantuesque, tu sais, un truc énorme et tout ça, mais voilà, c'est un petit banquet de village où tout le monde est là, les tables sont quand même bien garnies, et au centre, on a du pain blanc tout frais. On a des belles miches de pain blanc sur les tables. Et effectivement, ça donne envie, quoi, quand tu vois la carte postale et tout ça. Voilà. Le lendemain, on a beaucoup de personnes malades.
plusieurs dizaines de personnes sont malades, qui vomissent, qui ont des nausées, qui ont des maux de ventre, etc. Et c'est le lendemain qu'on peut vraiment dire que l'épidémie commence, le 17 août 1951. Alors pourquoi ? En gros, quand tu regardes les sources, toutes les sources s'accordent pour dire que c'est le 17 août qu'on peut vraiment parler d'épidémie, même s'il y a eu des petites choses avant. C'est que dans les cabinets médicaux des 3 praticiens du village, on a une prise d'assaut un peu. Il commence à y avoir la queue, il y a la file devant les cabinets des praticiens, il y a du monde, et on a un flux de patients du coup qui est bien plus élevé que d'habitude. Ils ont tous les mêmes symptômes, comme je te l'ai déjà dit, diarrhée, vomissement, mal au ventre, nausées. Ce qui est notable, c'est qu'il n'y a pas de fièvre, mais le plus grave, c'est qu'il y en a certains qui commencent à faire des convulsions. Donc c'est quand même chaud, quoi. Ouais. C'est pas cool. Non, c'est pas cool. Il y a pas 500 personnes qui font des convulsions non plus, mais quand même, ça fait partie des symptômes. D'accord. Donc, ce jour-là, les praticiens quand même se rendent compte qu'il y a un pattern, parce que c'est souvent des familles entières qui arrivent dans le cabinet. Ils ont tous consommé le jour précédent, ou les jours précédents du pain, qui viennent de la même boulangerie, la boulangerie Roquebriand qui se trouve sur la Grand Rue. Et de ce que j'ai vu, c'est la meilleure boulangerie du Patelin. C'est la boulangerie un peu qui a pignon sur rue et compagnie. Donc évidemment, il y a beaucoup de gens qui vont là-bas. Et ils ont tous consommé du pain qui venait de là-bas. Donc après... Alors moi c'est une side note, mais on le verra plus à la fin. J'ai l'impression qu'en ce temps-là, et puis encore aujourd'hui en France, manger du pain, ça fait partie du truc que tout le monde fait, donc c'est un peu facile. C'est comme si, je sais pas, moi on me disait, tout le monde est allé pisser le matin. Tu vois, je veux dire, oui. Une évidence. C'est un peu une évidence, quoi, effectivement. Ouais, c'est ça. C'est pas comme s'ils avaient tous, je sais pas, été manger de l'Indien, tu vois, la veille. Tu dis bon, ok, c'est un peu spécifique et bon voilà. Donc c'est ça. Ils vont donc avancer l'hypothèse de l'intoxication alimentaire par recoupement. Et au niveau des symptômes, donc il y a un papier qui est sorti 1 mois après l'affaire dans le British Medical Journal, qui nous donne un peu plus de détails d'ailleurs sur ces premiers symptômes. En gros, le cœur battait anormalement à moins de 50 pulsations minutes. La tension artérielle était basse, les pieds et les mains des patients étrangement froids et la température corporelle proche de 35 degrés. Donc, on dirait un peu un ralentissement du système. Je sais pas ce que, je suis pas médecin. Moi non plus, mais c'est étrange, effectivement. C'est plutôt étrange. Donc là, on était le 17 août. Le 19 août, donc 2 jours après le démarrage de l'épidémie, le maire est mis au courant car il y a vraiment beaucoup de cas. En gros, ça continue. Ça s'arrête pas. Donc là, on est toujours sur des symptômes assez classiques. Il y a des familles entières, des ouvriers agricoles et des enfants qui commencent à tomber malades vraiment en grand nombre. Et petit village oblige, on va prévenir monsieur le maire. Et donc voilà, monsieur le maire, il est là, il sait pas trop quoi faire, il est au courant. Pour l'instant, il essaie de gérer la situation du mieux possible avec les médecins, mais il n'y a pas vraiment d'action qui est mise, tu vois. Ça fait ok, il y a des gens malades, voilà. C'est quand même inquiétant, mais c'est tout. Le 20 août 1951, 3 jours après, on a les premiers cas qui relèvent de la psychiatrie. Donc si tu connais l'affaire, tu sais que ça va aller crescendo, mais là on a les premiers cas, c'est-à-dire que quand on dit que ça relève de la psychiatrie, globalement, parmi la liste de tout ce qui se passe, il y a des gens qui n'arrivent plus à dormir, donc tu n'arrives plus qui sont un peu excités, donc ils n'arrivent plus à dormir. Il y a des gens qui sont en plein délire dans le village, qui ont des hallucinations, qui ont des troubles obsessionnels. Il y a certaines personnes qui montrent des comportements suicidaires ou violents. Et surtout, beaucoup plus grave, ce 20 août, on a un premier mort. On a monsieur Félix Nison, qui est un agriculteur de 55 ans, domicilié à 2 km du village, qui présentait certains des symptômes dont on a discuté juste avant, qui décède donc ce jour-là. Ah ouais. Donc ça, c'est le premier. Tu vois, ça, je savais. Alors là, tu m'apprends quelque chose. Je pensais pas qu'il y avait des décès, moi, dans cette affaire. Ah ouais. Ah bah non. Bah c'est alors. Ça prend une toute autre tournure, je dirais. Bah effectivement, parce que
Je suis d'accord, ça prend une autre tournure parce que quand tu connais l'affaire, s'il n'y avait pas eu les décès, elle en serait limite marrante en fait. Je veux dire, oui. On va rentrer vrai. dans beaucoup plus de détails, mais effectivement, il y a eu des décès malheureusement et pas qu'un. Et on sait de quoi il est mort, ce monsieur, alors, du coup? Alors, on en parlera après pendant l'enquête, d'accord. mais effectivement, il y a eu, ils ont fait une autopsie. Ah, d'accord. Mais c'est ça, on verra juste après. D'accord. On y reviendra. Le 21 août, 4 jours après, donc juste au niveau du bilan de où on en est, en fait, on déplore quand même un mort, 130 intoxiqués dans le village, 6 hospitalisations et donc 3 enfants hospitalisés parce que leur santé se dégrade quand même. Donc c'est quand même pas n'importe quoi dans un village de 4500 personnes d'avoir 130 intoxiqués et 6 hospitalisés pour la même raison, hein. Je parle bien pour la même raison parce qu'après à côté de ça il doit y avoir d'autres gens qui ont une grippe ou qui ont ce genre de choses à côté, et surtout il commence à y avoir une petite paranoïa dans le village. Les gens commencent à avoir peur à manger du pain, ils vont se rediriger vers les biscottes. Il y a les journaux qui commencent à parler de l'affaire, ça fait quand même plusieurs jours. Et en fait, on met aussi tout ça assez vite sur le plan d'une intoxication alimentaire. On pense à un souci à l'époque aussi, pourquoi pas, avec les conserves alimentaires qui à l'époque étaient quand même assez souvent faites maison, donc pas toujours suivant les bonnes pratiques sanitaires, on va dire, un peu à l'ancienne. Et par contre, le problème c'est que certains malades en ont pas mangé. Donc voilà, ça va vite être écarté, mais ça a été une hypothèse qui a été lancée comme ça à l'époque dans les journaux. Et les 3 praticiens qui sont vraiment débordés du matin au soir tentent de mettre un plan d'action en place, de contacter les autorités et compagnie. Voilà. Il y a un point qui est commun, c'est que tous les patients ont l'air d'avoir consommé du pain de chez le même boulanger. Donc on est encore là-dessus. Ça va être le truc qui est au centre de l'affaire. Le pain et le boulanger. Ok. Donc c'est ça au bout du 4e jour. Le 22 août, 5 jours après, on est à 200 cas. Et on note également que des animaux perdent la raison et aussi parfois la vie, comme on le verra plus tard. Ouais, ça aussi c'est incroyable. En fait, moi ce que je trouve incroyable dans ta phrase, c'est on note que des animaux perdent la raison. Ouais. Ouais. En fait, on voyait quoi? On voyait un cheval avec un costume se balader dans les rues, alors. Non, t'as des chiens qui se mettent à attaquer. Ah oui, d'accord, ok. Qui étaient très gentils, qui se mettent à montrer les crocs, voire même à attaquer, et puis okay. Voilà, donc il faut les abattre. Donc il y a et en fait dans le, alors c'est vrai que j'ai pas dit mes sources, hein, mais j'ai eu plusieurs sources, dont des reportages d'époque qu'on peut encore trouver facilement sur YouTube, et même des gens qui racontent un peu ce qui leur est arrivé. Donc c'est là aussi que c'est intéressant, t'as des témoins directs qui racontent à la télé à l'époque ce qu'ils avaient ressenti. Et ce jour-là, il y a une agitation dans l'atmosphère. C'est dans le village, les gens qui arrivent plus à dormir se baladent dehors la nuit, ils parlent en pleine nuit. Les calmants, les somnifères qu'on leur donne, ça semble vraiment pas du tout avoir d'effet. Je vais te donner quelques petites anecdotes, mais une couturière, par exemple, en profite pour rattraper tout son retard pendant la nuit. Donc en fait, pendant la nuit, elle n'arrive pas à dormir. Donc elle se dit, tiens, je vais rattraper mon retard, et en fait, elle bosse toute la nuit. T'as un homme, il rentre chez lui, il reconnaît plus sa famille, il fait des esclandres et tout ça. Le garagiste, pris d'une crise nerveuse, déchire les draps de son lit. Il y a des gens qui ont des hallucinations, ils vont dire qu'ils voient des musiques célestes. Il y en a qui disent parler avec des esprits. Il y a un homme, alors ça m'a fait marrer. Il y a un homme qui dit qu'il affirme pouvoir écouter la radio avec ses pieds, et il utilise ses doigts de pied comme des antennes pour bien réceptionner. Ça m'a fait marrer. C'est très très précis. Et je veux dire, ça moi aussi j'apprécie. Bon, enfin bref, t'imagines. Dans ce petit village, l'ambiance, elle doit être incroyable la nuit. Enfin, moi, j'essaie toujours de me projeter, tu sais, là-bas. Je me dis, mais l'ambiance, elle devait être folle. Tu sais, du jour au lendemain, t'as des gens qui pètent un câble partout dans le village, qui se baladent la nuit, des gens qui te disent, j'arrive à capter la radio avec mes doigts de pied. Enfin, c'est quand même assez fou. Les animaux, comme je te disais, ils sont pris de folie. T'as un chien qui se met à attaquer des arbres, qui se met à attaquer son maître, alors que son maître d'habitude il sait le maîtriser. On va chercher un fusil, on l'abat. Ça arrive à plusieurs. Et là,
Donc 5 jours après le début de l'épidémie, le maire décide de fermer toutes les boulangeries. Donc en gros, il veut pas pointer du doigt une boulangerie. Donc en gros, on ferme les boulangeries. Il va confisquer le pain, les farines, les biscottes. Il interdit la consommation, en fait, clairement. Et Le Monde, le journal Le Monde du jour, va parler de l'affaire et va indiquer que le service des fraudes commence à faire des prélèvements dans les boulangeries du village. Donc voilà, il y a, tu vois, l'affaire, elle monte crescendo un peu dans que ce soit dans les symptômes, mais aussi dans comment on en parle et qu'est-ce que les autorités se mettent à faire. Donc ça, c'était le 22 août. La nuit, enfin le jour suivant, la situation, David, se dégrade encore. Aïe. Là, les gens commencent à s'énerver. En fait, ils sont tendus. T'imagines, ça fait 4-5 jours, nuit d'insomnie, stress, insécurité, qu'est-ce qui se passe et compagnie. Donc là, la population commence à être tendue, commence à s'énerver. Pour te donner un peu l'atmosphère du village, on a le doyen de la faculté de Montpellier, le docteur Giraud, qui arrive sur place. Et lui, ce qu'il va dresser comme portrait, c'est un village qui est hors de contrôle. Et il constate que les symptômes psychiatriques sont en train de prendre le pas sur les symptômes physiques. C'est-à-dire qu'au début, on avait des symptômes, j'ai mal au bide, j'ai de la nausée, je vomis, etc. Là, ce qui se rend compte, c'est que, outre ça, on a de plus en plus de personnes qui perdent la tête, en fait, dans le village. Et ce qui ne sait pas, c'est que le pire est encore à venir, en fait. C'est que c'est pas fini. Parce que la nuit du 24 au 25 août, ça sera la nuit qui va rester dans l'histoire du village, selon le docteur Gabaye, comme la nuit de l'apocalypse. C'est comme ça qu'on va l'appeler. Le début de soirée, en fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'au début de cette soirée-là, l'ambiance du village semble normale, si on peut ainsi dire, compte tenu de ce qui se passe. On peut pas dire que c'était normal, mais en tout cas, l'ambiance est assez normale. Un peu avant minuit, on entend des cris dans les rues. Et là, tiens-toi bien, parce que là, ce qui va se passer cette nuit-là, c'est incroyable. Moi, ça m'a fait halluciner. En fait, juste avant minuit, t'entends un peu des cris dans la rue. Et en fait, en quelques minutes, tous un peu en même temps, t'as une dizaine de personnes qui sortent de chez eux en criant au secours. Donc, de plusieurs points dans le village, t'as des gens qui sortent, qui se mettent à hurler. Et tu vois, les visions qui étaient jusque-là, je dirais, assez bon enfant. Tu vois, je parle à des esprits, je capte la radio avec mes doigts de pied, je vois la neige qui tombe. En fait, ça se transforme vraiment en cauchemar. Là, ça devient un truc où les gens sont terrorisés. Les gens voient du feu dans les rues. Il y en a qui disent qu'ils voient des fleurs géantes qui poussent et qui éclatent en flammes. T'as des gens qui ont du feu qui ronge leurs membres à l'intérieur de leur corps. T'as d'autres types de visions aussi. T'as des bêtes sauvages qui leur courent après. T'as un homme qui dit qu'il est poursuivi par des démons. T'as des gens qui se voient coupés en deux avec des serpents qui sortent des membres. T'as des gens qui voient du sang qui coule des murs et des plafonds, donc vraiment flippant. T'as une personne qui dit que la pièce dans laquelle elle se trouve, elle se rétrécit et qu'elle vient l'écraser. Le facteur, alors ça m'a fait marrer. C'est vraiment la petite anecdote. T'as le facteur du village qui est rétréci, qui dit qu'il devient minuscule. Chérie, j'ai rétréci les gosses, apparemment c'est inspiré de ça. Hein. C'est exact. Terrible, t'as un enfant de 11 ans qui étrangle sa mère, qui le prend pour un monstre. Donc, en pleine non mais là, tu vois la nuit de l'apocalypse, voilà. Et globalement, au-dessus de tout ça, alors c'est déjà terrible, mais les gens qui sont touchés par cette folie se mettent à sortir dans la rue, ils hurlent, ils savent pas dormir, ils sont en plein délire. T'as des gens dans le centre-ville qui se baladent en chemise de nuit, qui se baladent nus, sans but, ils parlent, ils hurlent, ils gesticulent. T'imagines, le village il est pris par un peu d'assaut au final, si bien que le maire demande des renforts de pompiers et de gendarmes en fait, parce que là la situation est hors de contrôle, ça devient n'importe quoi. Et effectivement, on a les pompiers et les gendarmes qui vont se pointer pendant la nuit. Et on a des petites anecdotes qui ont été aussi
conservé, on va dire. On a les pompiers qui vont retrouver un homme de 40 ans ligoté sur une charrette. Il est en train d'hurler et à côté t'as 2 gars qui essaient de le ramener à la raison. C'est vraiment incroyable. T'as une femme qui est décrite comme possédée qui court autour d'une fontaine en hurlant. T'as José Puche, un homme de 43 ans qui se jette par la fenêtre. Alors lui, incroyable. Cette histoire, elle m'a fait mal rien qu'à l'écouter. En fait, il se prend pour un avion à réaction ou bien tente de voler comme une libellule. Donc en fait, voilà. Et il va sauter du 2e étage, il va se briser les 2 jambes. Et en fait, malgré ça, il va courir pendant 50 mètres avant d'être maîtrisé par les pompiers. C'est-à-dire qu'il doit même plus sentir la douleur. Enfin, il est dans un tel état que c'est tendu. Hein. Ouais. On a Gabriel Validir, ouvrier du canal, qui se réveille soudainement. Et en fait, il part se jeter dans le Rhône. C'est le gars, il arrivait à dormir quand même, puis il se réveille, et puis il va se jeter dans le Rhône. T'as les témoins qu'il va croiser, donc il va croiser des témoins, et ces gens-là vont dire qu'il aurait dit tout haut en marchant « Je suis mort, ma tête est en cuivre et j'ai des serpents dans le ventre ». Donc, certainement avec un accent du Sud. J'aurais dû le dire avec l'accent du Sud. Mais voilà, c'est terrible. Les établissements médicaux ne savent pas quoi faire. Là, t'imagines, il y a un nombre incalculable de gens qui s'y présentent pour mais ce qui est fou, c'est que... Alors ça, du coup, je me pose 2 questions. Premièrement, vu tout ce que tu décris, en fait, en fait, effectivement, c'est la vision d'horreur, quoi. Dans les rues, dans les rues, il se passe un truc partout, quoi. En fait, c'est la maison des poupées à Disneyland, quoi. Tu tournes la tête à droite, à gauche, tu vois un gars qui est sur une charrette, un autre qui saute par la fenêtre. Enfin, c'est incroyable. Ah ouais, des sources que j'ai écoutées et que j'ai lues, effectivement, ça a l'air d'être incroyable. C'est partout. Et puis, 2e point, je me dis, en fait, il y a quand même des gens lucides. Parce que tu dis, ils croisent des témoins qui disent qu'il a dit qu'il avait des serpents. Donc, il y en a quand même qui n'ont rien. Rassure-nous. Effectivement, t'as des gens, dont les médecins et le maire, qui apparemment ont pas de symptômes. Ouais. D'accord. Donc, c'est pas tout le village. Par contre, la somme, le nombre de personnes qui sont affectées est quand même assez énorme en pourcentage du village, on va dire. D'accord. Et donc, comme je te disais, les établissements médicaux sont remplis, ne savent plus quoi faire, parce qu'il y a tellement de personnes que ça devient vraiment galère au final. Il faut imaginer l'Hôtel-Dieu qui est tenu par des sœurs, tu sais, t'imagines. Moi quand je lisais ça, je voyais un peu les sœurs dans la Grande Vadrouille, tu sais, avec leur uniforme blanc et noir, avec les chapeaux là particuliers là. Avec les chapeaux et compagnie, c'est exactement ça. Et t'imagines bien que leur spécialité c'est pas la psychiatrie. Bon voilà, ils se retrouvent en pleine nuit assaillis par les malades. Alors les gens ils viennent à pied, ils viennent en ambulance, ils viennent en courant, ils viennent en charrette, ligotés ou pas, je sais pas, mais en tout cas voilà, depuis le village, mais aussi depuis les villages alentours, parce qu'en fait on parle de l'affaire du Pont Saint-Esprit, mais à voir, il y aurait eu quelques cas un petit peu autour. J'ai pas réussi à avoir le nombre, mais d'après mes sources, il y en a aussi eu un peu autour de Pont Saint-Esprit. Et donc voilà, tout le monde est perdu, tout le monde est dépassé. Tu sais, la nuit en fait elle en finit pas. Les médicaments ils ont aucun effet. On doit attacher les gens sur des civières pour éviter qu'ils s'enfuient ou qu'ils se jettent par les fenêtres. Il faut jusque 14 personnes pour maîtriser un patient. T'imagines ? Parce que les gens sont dans un tel délire. Tu sais, ils ont une force considérable et voilà, les maîtriser ça devient impossible. Donc à 1h du matin, donc à peu près 1 heure, donc il y a eu 1 heure de chaos, d'enfer. On pense à la situation stabilisée, c'est-à-dire qu'il y a les pompiers, il y a les gendarmes, on commence à envoyer les gens à l'Hôtel-Dieu et compagnie, et donc ça commence un peu à se calmer parce que les cas les pires commencent à être maîtrisés, on va dire. D'accord. Voilà. Et on va dire qu'on a un semblant d'organisation. Mais en fait, d'un coup, à 1 heure, les malades qui étaient devenus calmes, et qu'on n'avait pas attaché parce que voilà ils s'étaient calmés, se mettent tous à se lever en même temps, déchirent les draps, se tapent la tête contre les murs, et ça recommence en fait. Il y en a qui vont grimper aux arbres du jardin, il y en a qui vont crier dans les couloirs de l'Hôtel-Dieu. José Puche, rappelle-toi, qui était sauté, qui avait sauté par la fenêtre, qui s'était cassé les 2 jambes. Et alors qu'il était calme,
il se relève, il va briser son plâtre qui venait d'être fait, et en fait il va tenter de s'enfuir en courant encore une fois. Genre incroyable. C'est incroyable. Il est 2h du matin. Le délire continue dans l'hôpital, mais aussi dans la ville. Et là, le maire, devant la situation qui devient hors de contrôle, va demander une autorisation à la préfecture d'enfermer les gens, en fait, de dire, tu sais, un peu, on va dire, de façon arbitraire, là, si t'es dans la rue, que t'as rien à faire dans la rue et que que t'es un peu incohérent, bah en fait, on va plus te laisser déambuler, là, on va t'enfermer, et puis basta. Sauf que la préfecture refuse parce qu'on doit faire des papiers, voilà, il y a plein de trucs à signer, on peut pas prendre de décision comme ça. Donc la préfecture est pas d'accord, ce qui fait qu'il va escalader ça au ministère de la Santé, et le ministère de la Santé, devant l'urgence à mon avis que le maire lui annonce, va envoyer une autorisation. Et donc au petit matin, on va avoir plusieurs ambulances qui vont faire des allers-retours, et on va enfermer une vingtaine de personnes supplémentaires cette nuit-là, et en tout on a 30 à 50 personnes quand même qui vont être enfermées en psychiatrie ce soir-là. T'imagines ? C'est 30 à 50 personnes en psychiatrie, hein. Donc c'est pas des petits bobos et compagnie. Voilà. Alors j'ai le témoignage du capitaine Bertrand qui va arriver cette nuit-là suite au premier appel du maire, qui va dire: l'atmosphère était très étrange. Dans les habitations, toutes les lumières sont allumées et personne ne dort. Le maire est dans la rue, il tente de rassurer les habitants. T'imagines le village qui ne dort absolument pas. Donc ça, c'était la nuit de l'apocalypse à Pont-Saint-Esprit. Le 25 août, 8 jours après, on a le docteur Giraud qui avance la thèse du mal des ardents. Donc ça y est, là on va commencer à... on va dire que la pression de la veille de la nuit... et commence un peu à retomber, et le docteur Giraud avance la thèse du mal des ardents, donc l'ergotisme, on va en parler juste après, et on constate un nouveau symptôme chez une seule patiente, son pied commence à se gangréner. Là c'est quand même assez terrible, hein. La gangrène, ça va très très loin, hein. Donc déjà les épisodes psychiatriques, ça va loin, mais la gangrène, je sais pas ce que t'en penses, mais on franchit un nouveau palier, en fait, quand même. On est sur tous les paliers, quoi. Que ce soit physique, que ce soit mental, c'est terrible. Ouais, effectivement. Du coup, quand tu parlais de la théorie là, juste avant, il évoque qu'est-ce que c'est exactement, du coup, tu vas nous le dire? Qu'est-ce que la théorie ? Oui, je vais en parler juste après, mais l'ergotisme, en fait, ça serait une maladie du seigle, au final, en gros, qui se propage dans le seigle, et donc qui a fait des ravages au Moyen-Âge, et qui donne à peu près ce genre de symptômes. On va en reparler. Donc le 26 août, donc on est quand même 9 jours après, t'imagines, ça fait quand même quasiment 10 jours que ça a commencé. On a un couple de 70 ans qui décède, malheureusement. Ils étaient tous les deux hospitalisés à Montpellier. Alors je sais pas si c'était en psychiatrie ou si c'était à cause des symptômes plus physiques, on va dire. Mais ils vont décéder à Montpellier, et on va déterminer que c'est à cause de ce problème-là. Donc ça, c'est le 26 août, et en fait, à partir de là, la majorité des habitants vont se remettre petit à petit. Au mois de septembre, donc quelques jours après, la situation semble stabilisée, voire réglée. On a quelques rechutes cependant, avec des cas de personnes se pensant guéries qui vont de retour avoir des symptômes. Voilà. Pour te donner une idée, le cas de rechute le plus tardif qui a été noté, c'est en décembre 1951. Donc quelques mois après, mais c'est vraiment le cas de rechute le plus éloigné. Alors, si on va dire que c'est le pain qui était en cause, peut-être que c'est des gens qui ont consommé des biscottes, des trucs comme ça quelques jours après, jusqu'à décembre, pourquoi pas. Voilà, donc bilan total, David. 300 intoxications, 5 morts dès les premiers jours, auxquels on ajoute 2 morts plus tard, les 2 personnes, les 2 septagénaires qui étaient hospitalisés à Montpellier. Et 2 de ces morts se sont suicidés pendant la folie collective. Quand même terrible. Une trentaine de personnes vont passer plusieurs mois à l'hôpital psychiatrique. Plusieurs mois, t'imagines ? C'est sévère quand même. Et tout ça, bien sûr, c'est sans compter les animaux.
parce que il y a eu aussi pas mal d'animaux qui ont été touchés, qui ont dû être abattus. Donc ça c'est le bilan. Alors moi j'ai envie de te dire j'ai envie de prévoir ta prochaine question, qui est comment expliquer cette folie collective. Et c'est exactement ce que j'allais te demander. Est-ce que t'as des théories toi là-dessus? Alors il y en a plusieurs. Alors je vais déjà te parler de l'enquête. Ah oui. Il y a eu une petite enquête autour de tout ça. Alors déjà je vais parler de la presse, parce que la presse la presse ça a été j'allais dire du pain béni. Son mauvais jeu de mots sur cette affaire. Elle est belle. Elle est belle. Ouais, écoute, je l'ai écrit en rouge, en gros, sur un post-it devant moi. Mais c'est ça. L'enquête judiciaire, en fait, à l'époque, on va la voir après, mais elle va mettre en cause une cause, mais elle va mettre en cause une théorie, mais en fait on saura vraiment jamais, sinon ça serait pas une affaire obscure déjà, on n'en parlerait pas aujourd'hui, et même à l'époque il y a eu des revirements et compagnie, mais la presse va mettre tout de suite en cause l'ergot de Seigle. T'as plusieurs journaux qui vont pointer du doigt ce qu'on appelle le pain maudit. C'est pour ça qu'on appelle l'affaire de Pont-Saint-Esprit ou l'affaire du pain maudit. Et tous les journaux vont en parler. En France, en Belgique, le Times Magazine. C'était vraiment quelque chose de gros à l'époque. Et en fait, ils vont tous rivaliser de une les plus sensationnalistes les uns que les autres. Tu vois, ils vont tous tenter de faire des news avec des photos de gens qui sont en proie à la folie sur civière en une, comme Le Monde. Voilà, c'est un bon moyen de faire peur. Et David, tu le sais aussi bien que moi, tout ce qui fait peur fait vendre un peu. Hein. Ça fait du tirage. Donc voilà, c'est ça. Le British Medical Journal, comme je te l'ai dit tout à l'heure, avec les quelques trucs un peu plus scientifiques quand même qui est listé, lui va faire aussi le rapprochement avec l'ergot de Seigle. Donc l'ergot de Seigle, on l'appelait au Moyen-Âge le feu de Saint-Antoine. J'adore cette appellation, les feux de Saint-Antoine. Ah oui, c'est ça. Alors c'est marrant, moi le feu de Saint-Antoine, quand j'entends ça, j'ai l'impression que c'est le truc qui monte au cœur là, mais c'est un autre nom, hein, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais pas. Ok, le feu de Saint-Antoine. Et aujourd'hui on l'appelle l'ergotisme. Aigu dans le cas de Pont-Saint-Esprit. Donc au Moyen-Âge, c'est une maladie qui apparaissait souvent lors des périodes de disette, de mauvaise récolte, de famine. Parce qu'en fait, en temps normal, si tu veux le grain de mauvaise qualité, en fait on le balance. Donc voilà, quand tu vois que ton grain il est un peu pourri, voilà, tu le balances. Sauf qu'en fait, en période de famine et compagnie, tu tentais de le garder et puis d'en faire quelque chose. Sauf qu'en fait, ça te donnait la maladie des feux de Saint-Antoine. Voilà, c'était tentant, on va dire, de sauver ce qu'on pouvait avoir sous la main et d'avoir un peu la main moins lourde sur la poubelle, on va dire. Donc voilà, et les symptômes que ça donne de la gangrène, en gros, gangrène, hallucination. Ça, c'est les symptômes de l'ergotisme, et c'est pour ça que ça faisait des ravages au Moyen-Âge, parce que tu peux imaginer que la médecine à l'époque, c'était pas la même qu'aujourd'hui. Donc je pense que si tu commençais à dire que tu captais la radio avec tes doigts de pied à l'époque, même s'il y avait pas de radio, mais bref, je pense que on avait vite fait de traiter ton cas, on va dire. Donc c'est ça. La police, elle est un peu dans le même ordre, mais en tout cas, dès le 21 août, après le premier mort, en fait, ça devient une enquête judiciaire, hein, parce qu'on a un commissaire qui arrive à Pont-Saint-Esprit, il y a eu un mort, c'est quand même assez sérieux, et on a surtout un village qui est en train de partir en live. Donc, on a un commissaire qui arrive à Pont-Saint-Esprit. Alors, il est pas méga bien noté par sa hiérarchie, et sa hiérarchie va lui dire, en fait, t'as intérêt de trouver un coupable et vite. Donc voilà, ça commence pas très très bien. Le boulanger, le fameux Roquebrien, est interrogé, mais il ne sait pas comment son pain a pu devenir toxique. Pour lui, il a fait du pain, puis voilà, il y a rien de particulier, on va dire. Donc on fait des prélèvements, farine, pain, levure. Le boulanger est quand même arrêté et incarcéré. Tous les soupçons du village sont sur lui. Voilà, c'est ça. Le 29 août, les analyses reviennent du labo. La farine porte des traces d'ergot de Seigle. Le boulanger, voilà. Le boulanger, il est libéré parce que c'est pas forcément de sa faute. On cherche surtout à remonter qui a livré cette farine, en fait. On cherche à remonter cette piste. Et donc là, on pense un peu, tu vois, l'affaire réglée, on va dire. Parce qu'en fait, on a retrouvé sur cette analyse-là
de l'ergot. Voilà. L'enquête du commissaire Sigaud s'oriente vers un meunier poitevin de Saint-Martin-la-Rivière, monsieur Maurice Maillet, qui est accusé d'avoir rajouté du seigle avarié à la farine employée à Pont-Saint-Esprit. Et c'est un autre boulanger qui lui aurait fourni ce seigle. Donc t'imagines un peu le trafic de le trafic de farine et moi je pense que là-dedans oui, c'est le côté après-guerre un peu exactement, oui. C'est pour ça que je disais c'est important de le noter, on est 6 ans après-guerre, on n'est pas en temps de famine et compagnie, mais en tout cas on va dire que les armoires sont pas très garnies et nationalement le pain, on va dire que c'est une nourriture de subsistance qui est ultra importante, qui devient la nourriture de base et qui est ultra importante. Donc on a des trafics un peu derrière. Maillet, il va avouer, il va dire j'ai pas osé livrer cette marchandise de mauvaise qualité dans ma commune, alors je l'ai expédiée à Pont-Saint-Esprit. Et donc là on pense que l'affaire est conclue. Voilà, tout le monde se calme, on sait ce que c'est, on a arrêté les 2 hommes fin août et ils vont aller en procès. Donc ils vont passer 2 mois en prison. Avant d'être innocentés et d'obtenir leur libération provisoire fin 1951. En fait, en gros, on n'a aucune preuve que ça aurait pu être volontaire. D'accord. En gros, l'enquête, elle va tourner autour de tout ça et ils n'arrivent pas à mettre une seule preuve sur le fait que ça soit volontaire. Il fallait trouver des coupables, c'était eux, quoi. C'est ça. Surtout, on se rend compte que les premières analyses, elles vont être contredites par une foule d'autres analyses. Que l'étiquetage des farines pain que l'étiquetage qui a été fait du farine, des pains, etc., c'est bordélique et que la piste de l'ergot, en fait, elle semble plus si certaine que ça, au final. Parce que ça a vraiment pas été bien fait, ça a été fait vite fait, tout a été mélangé, ça a mal été étiqueté, on sait même plus d'où viennent les différentes... les différents échantillons, donc on peut même plus vraiment prouver ce qu'on a trouvé. Donc, le 3 septembre 1915, en fait il va y avoir 1951, on va avoir d'autres analyses qui vont être faites par un laboratoire militaire qui lui ne va pas trouver de traces d'ergot. Donc c'est ça. Alors le 10 août 1954, donc 3 ans après, on a le procès Maillet, donc le fameux meunier, le fameux meunier qui avait soi-disant mélangé de la farine. Toutes les victimes sont furieuses et en fait en l'absence de non-preuve il y aura non-lieu. Voilà, et dans les années 60 l'enquête se refermera et on accusera un autre truc qui s'appelle le panneau-genre. On va en parler juste après, mais en fait c'est là où le mystère s'épaissit, c'est que on avait l'ergot de seigle qui était plausible et tout ça, mais on n'a aucune preuve. Et dès qu'en fait il y a eu un échantillon qui a été testé d'une façon et dans lequel on va trouver de l'ergot, en fait il y a une autre analyse qui va contredire. Donc en vrai, et si c'était vraiment de l'ergot de seigle, on va le voir après, normalement il y aurait eu d'autres red flags, on va dire. Ensuite on va dire ah non c'est le panneau genre. Par contre, s'il y en a qui disent non, ça c'est une façon de protéger, de rassurer la population sur le pain, je vais t'en parler juste après parce qu'en fait en vrai ça aurait été très du coup localisé et dans l'après-guerre, je pense que les autorités voulaient surtout protéger l'alimentation des gens et du coup voilà, il y en a qui disent non, ça c'était une façon de protéger, de rassurer la population, mais c'est pas ça. Et donc en fait on va tomber dans plein d'autres hypothèses. On a donc l'ergot de seigle. Pourquoi on a des doutes? Donc là, je vais détailler un peu les différentes hypothèses qu'on a. Et donc la première, c'est l'ergot de seigle. Pourquoi on a des doutes? Parce qu'en fait, normalement, du pain qui est contaminé à l'ergot de seigle, il a une couleur rosée ou rouge. L'ergot de seigle, ça colore vraiment la farine. Et les gens auraient dû remarquer, en tout cas, et même quand ils ont fait des prélèvements, ils auraient dû voir que la farine, elle avait pas la bonne couleur. Donc c'est ça. Le pain contaminé, il a un goût qui est assez reconnaissable. Donc en gros, le pain il est dégueu. Et l'odeur, elle est ultra désagréable. Donc il y a la couleur, il y a le goût et il y a l'odeur. Ça aurait dû être remarqué, quoi. Ça aurait quand même dû être remarqué. Et surtout, on n'a pas retrouvé d'ergot de seigle dans tous les échantillons. En tout cas, c'est pas très clair. Donc normalement, t'imagines, à l'échelle d'un village, venir
venir comment dire, empoisonner toutes les personnes à l'ergot de seigle, ça aurait, je veux dire, les échantillons ils auraient quand même dû en contenir de façon assez substantielle, on va dire. Donc ça c'est l'ergot de seigle, et pourquoi ça a été écarté. Le panogore, comme je l'ai dit, donc ça c'est un peu la thèse, on va dire, officielle à la fin de cette histoire. Donc en fait c'est un champignon, le dicyandiamide de méthylmercure, qui est en fait c'est un produit qui est contenu dans un fongicide pour la conservation du grain. Ok. Donc la description des symptômes semble coller, d'autant qu'au même moment en Suède on a des ouvriers qui en ont été victimes avec des symptômes similaires. Donc en fait c'est marrant parce qu'à la même époque en Suède on a une affaire qui a fait aussi tous les journaux, qui a éclaté, et en fait ils ont trouvé que c'était le panogène. Donc comment est-ce que la farine aurait été contaminée, tu vas me dire. En fait on a deux hypothèses à l'époque. La première c'est que on aurait voulu être sûr de bien conserver les grains parce qu'on est après-guerre, on veut pas de gâchis, et donc on aurait traité le grain avec du panogène, mais les grains auraient reçu une surdose. Donc voilà. Ou bien les sacs de farine auraient été transportés dans une camionnette qui aurait auparavant transporté du panogène. Donc ça semble un peu étriqué parce qu'il faudrait que ça passe à travers le sac et compagnie. Donc là en fait ça va aller assez vite, hein, parce qu'on va convoquer les médecins suédois, ils vont se pointer sur place, et en fait ils vont trouver qu'il y a des symptômes qui sont absents à Pont-Saint-Esprit, alors que chez eux c'était genre il y en avait vraiment. Il n'y a pas d'excavation, donc une perte de couche de l'épiderme. C'est horrible quand tu y penses. Ouais. En gros, les gens perdaient pas leur peau. Il n'y a pas d'atteinte aux reins. Et il n'y a pas d'hypertension ou de tachycardie. Et en fait, rappelle-toi, c'est l'inverse. À Saint-Esprit, c'est carrément l'inverse. Donc, la thèse officielle, c'est pour ça qu'elle va être pas mal remise en cause, c'est que l'ergot de seigle, en fait, ça aurait été capté à des kilomètres si c'était ça. Le panogène, je pense que c'est panogène. En fait, c'est pareil, les symptômes ne collent pas. Il y en a certains qui vont coller. Par contre, des symptômes qui ont été vus en Suède au même moment ne collent absolument pas. Voire même le contraire pour certains. Et donc on a un journal à l'époque qui va écrire, moi t'as envie de prendre le son des journaux de l'époque, tu vois, de la façon dont ils parlaient. Il y en a un qui va écrire: alors faute du nom du mal, on veut connaître celui de l'homme responsable, les versions les plus abracadabrantes circulent, on accuse le boulanger, son mitron, puis l'eau des fontaines, puis les machines à battre modernes, les puissances étrangères, la guerre bactériologique, le diable, la SNCF, le pape, Staline, l'église, les nationalisations. C'est à l'époque, ça devient tout un truc, parce qu'en fait, on croit pas au procès, il y a plein de trucs qui font pas de sens, et voilà. On a une autre hypothèse, c'est l'agène, c'est un additif qu'on ajoute à la farine pour la blanchir. En 1950, le pain devient plus blanc. Ça devient un peu la mode de blanchir le pain, tu sais, alors qu'avant c'est plus du pain complet, on va dire du pain un peu plus gris et compagnie. Et en fait on utilise quelque chose pour blanchir la farine. Donc le nom scientifique c'est le trichlorure d'azote. Si on l'utilise à forte dose, ça a des effets neurotoxiques. D'ailleurs ça va être interdit en 1949 car c'est trop dangereux. En gros si t'as un peu trop la main lourde, ça peut être un peu dangereux. Ouais. Par contre ça a été prouvé, en tout cas on sait, même à l'époque on le sait, qu'on continue à utiliser les stocks qu'on a pour les écouler, parce que dans les années 50, on va pas jeter certaines choses. Donc voilà. Et les études scientifiques auraient retrouvé les caractéristiques de ce trichlorure d'azote dans les échantillons. Par contre, là où ça colle pas, c'est que quand tu es exposé à l'agène, certes, tu as des effets neurotoxiques, donc c'est pas vraiment bon chez toi, mais c'est sur le long terme, voire sur le très long terme. Et en fait, ça colle du coup pas du tout avec Pont-Saint-Esprit. Car à Pont-Saint-Esprit, les effets, ils ont été soudains sur une grosse partie de la population. C'est pas des personnes qui ont été petit à petit malades, même si t'en as eu beaucoup qui ont été malades, c'est pas, par exemple, il y en a un qui était malade le lundi, l'autre une semaine après, et puis un autre un mois après, et puis tu sais, ça s'étire comme ça dans le temps. Logiquement, c'est ce qui aurait dû se passer avec la gène. Là, en fait, tout le monde a été malade entre le 12-17, suivant les sources, on va dire, mais on va dire le 17 officiellement, au 25, tout le monde est tombé, enfin, il y a eu une grosse partie de la population qui est tombée malade, donc ça colle pas avec la gène. D'accord. En 1982,
on a une théorie qui est soumise par le docteur Claude Moreau, qui est la théorie de l'Aspergillus fumigatus. Alors, c'est un champignon qui produit des toxines, dont de l'ergoline, qui est un dérivé en fait de l'herbe, quelque chose qui est dérivé de l'ergotisme, et qui est capable de provoquer des symptômes psychiatriques. Donc la moisissure, normalement, elle se développe dans la moisissure, on dit qu'elle aurait pu se développer dans les silos à grains et donc se retrouver dans la farine. Avec les conditions météo de l'époque, en fait, ça colle parce qu'il y a une étude qui a montré que le développement de ce champignon aurait été probable. Voilà. Je relis mes notes. En plus, ce serait plus probable que l'ergotisme, car le pain était normal avec un goût normal. Versus ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur l'ergot de seigle, hein, qui sent mauvais, la farine qui est plutôt rougeâtre. Le moulin, il avait été inondé et le champignon se développe dans le milieu humide. Donc, voilà. Donc ça sent bon quand même, hein, l'Aspergillus fumigatus. Ouais. C'est très très sérieux. Cependant, cliniquement, les spécialistes disent que les symptômes ne collent pas, en fait, avec une intoxication à l'Aspergillus fumigatus. Donc là encore, ça tombe plutôt pas mal dans l'eau. Donc voilà. Et là, la dernière hypothèse, et moi c'est celle que les extraterrestres. C'est celle que presque. Alors presque. On n'est pas loin. On est sur la CIA et la guerre froide. Oui, les Américains. Que veux-tu, David? En fait, en 2009, on a un auteur qui est un journaliste américain qui est spécialiste des services secrets américains, qui fait beaucoup de livres, un peu d'enquête comme ça, qui sort un livre qui s'appelle A Terrible Mistake. Et selon lui, le coupable n'est pas l'ergot de seigle, ni le panogène, ni les champignons, ni la gêne, ni l'Aspergillus fumigatus. Pour lui, on est face à une expérimentation de la CIA dans le cadre du projet MK Ultra. Est-ce que tu connais le projet MK Ultra ? Eh ben, du tout. Je ne connais pas. Pas du tout ? Non. Alors, c'est un projet qui est incroyable et je pense qu'on pourrait en faire 1 ou 2 épisodes tellement en gros c'est plus qu'un projet, je dirais que c'est un programme. Et en fait, en gros, c'est un programme de la CIA dont l'objectif était de trouver de nouvelles façons de faire la guerre, en fait, d'attendrir un ennemi, de le rendre hors de combat, hors d'état de nuire, sans forcément l'éliminer, tu vois, de jouer sur son moral. Il voulait également créer un sérum de vérité. Et en fait, il y a eu énormément d'expérimentations, surtout aux États-Unis, mais aussi à d'autres endroits, comme à Montréal. À Montréal, il y a un bâtiment qui est assez célèbre pour avoir servi un peu de base à un médecin pour faire des lobotomies, des trucs vraiment horribles, tu vois. Voilà. Électrochoc, drogue, sur des soldats, sur des civils, sans leur consentement et compagnie. Bref, c'est un projet qui est tout bonnement révoltant, hein, même digne des nazis, en fait. Ah ouais, non mais clairement, je veux dire, on peut pas. On peut pas comparer l'horreur, hein, mais en tout cas, on est effectivement sur quelque chose qui est quand même assez terrible, d'aller introduire de la drogue, des choses comme ça dans les veines de certaines personnes sans leur consentement, ou parce qu'en gros c'est des soldats et compagnie, bref, l'enfer. Et selon lui, ça ferait partie de ce projet-là. D'accord. Bon, c'est ça. On aurait testé du LSD à l'échelle d'un village, en fait, selon lui. Donc, le LSD, c'est une drogue de synthèse qui est proche de l'ergot de seigle et qui a des effets psychotropes puissants. Ça, je pense que tout le monde le sait. Et donc, le journaliste aurait retrouvé des documents déclassifiés de la CIA. Ils sont pas tous totalement lisibles, évidemment. C'est des documents qui sont pas mal caviardés. Mais parmi tout ça, il découvre l'histoire de Frank Olson, qui est mort défenestré en 1953. On sait que le LSD pousse les gens à être un peu désinhibés sur de fortes doses et à se croire un peu invincibles, et du coup à, tu vois, vouloir voler et compagnie, donc ça peut coller. Mais en fait, surtout, le journaliste va creuser et se rendre compte que ce scientifique américain s'était rendu en France quelques mois avant la folie collective de Pont-Saint-Esprit.
Et la femme de Frank Olson va dire que son mari est rentré très déprimé de son voyage à l'époque. Et il aurait dit « J'ai commis une erreur très grave ». Donc voilà, ça, en tout cas tout ça, ça le titille. Donc de quoi est-ce qu'il parlait, on saura jamais, parce qu'en fait il va sauter du 13e étage de sa chambre d'hôtel à Manhattan. Donc évidemment le 13e étage ça pardonne pas. En fait en 1975, sa famille apprend qu'il aurait ingéré du LSD. Donc en gros, la CIA va leur dire non mais il a pris du LSD, il travaillait là-dessus, il est devenu fou et puis voilà, il a sauté par la fenêtre. Son fils n'y croit pas. Dans les années 90, il apprend que selon l'autopsie de son père, en fait celui-ci aurait reçu un coup à la tête avant de se défenestrer. Donc c'est quand même assez étrange. D'où son fils qui tente de rentrer en contact avec Albarelli, ou alors Albarelli qui trouve l'information. Bref, en tout cas, ça l'intéresse. Et lui, il est spécialisé là-dedans. Il va entrer en contact avec des anciens de l'armée et de la CIA qui lui apprennent que Pont-Saint-Esprit est une opération conjointe du SOD, Special Operations Department, et de la CIA. Les Français n'auraient pas participé. D'ailleurs, les tests auraient aussi été fait sur des citoyens américains dans le cadre du projet MKUltra dont on a parlé tout à l'heure. Alors ça, on en a la preuve. D'accord. On en a la preuve. Il y a eu beaucoup de tests qui ont été faits sur une vingtaine de campus universitaires américains. C'est quand même, t'imagines, sur des étudiants, quand même terrible. Et on en a la preuve parce que Bill Clinton même s'en excusera publiquement, dire que effectivement c'était dégueulasse. Et effectivement. Moi, je vous conseille à tous de lire plus d'informations sur ce projet, sur ce programme. Moi, j'appelle plus ça un programme. Et c'est incroyable. Donc, le journaliste, il va découvrir aussi d'autres choses. Il va découvrir une conversation entre un cadre des laboratoires Sandoz et la CIA, dans laquelle la personne de chez Sandoz dira que Pont-Saint-Esprit n'avait pas été contaminé par de l'ergot, mais par un composant du LSD découvert par le laboratoire en 1938. Donc, pas mal de preuves quand même. Pas mal de preuves, effectivement. Il testait donc pas mal de drogues à l'époque et avait besoin d'un champ d'expérimentation plus grand. Ils ont monté l'opération MK Naomi et auraient pulvérisé par avion du LSD au-dessus du village. Ça aurait pas eu d'effet, donc en fait ils l'ont mis dans le pain. Parce qu'en fait la population se nourrissait du pain. Donc c'est ça. C'est bien pratique en plus parce qu'on sait que Sandoz possédait un labo à une centaine de kilomètres du village plus au nord, qui produisait le LSD. Et c'est le seul qui en produisait à cet endroit. Donc voilà, c'est plein de choses assez obscures. Le journaliste, il a aussi un rapport de 1955 intitulé « Une étude du LSD 25 » qui contient des infos sur la fabrication et l'usage du LSD. Et il y aurait aussi une section sur la France et sur Pont-Saint-Esprit, mais qui est complètement caviardée. Donc là, en gros, tu sais, c'est complètement barré au noir, on n'arrive pas à lire quoi que ce soit. Voilà. Le dossier semble énorme, je passe un peu vite parce qu'on pourrait y passer un temps fou. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'ils auraient fait ça en France alors qu'ils le faisaient déjà impunément chez eux. Bon, tu vois, je veux dire, un campus américain de plus ou de moins, je veux dire, bon, pourquoi est-ce que tu vas aller dans un village au fin fond de la France pour faire ça quand tu peux le faire chez toi? Et le LSD, ça a des effets qui sont immédiats. Ici, on voit que c'est quand même sur plusieurs jours, à moins d'être avec une ingestion longue et compagnie. Mais enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais oui, c'est peu probable. Après, il le mettait dans le pain, d'après ce que tu disais. Oui. Est-ce que du coup, la synthèse, la chimie du pain et du LSD permettait... Oui, peut-être que c'était dilué. Peut-être que c'était dilué. Oui, mais comme tu dis, moi, j'ai quand même le sentiment que les Américains pouvaient le faire chez eux, ça. Donc, pas besoin de venir dans un petit village qui plus est n'est pas trop connu de quiconque pour faire ça. Ouais, ça m'a l'air un peu tiré par les cheveux, hein, personnellement. Et les preuves et tout ça, c'est pas vraiment des preuves que tu peux aller vérifier. C'est un ancien de la CIA m'a dit que, un ancien de l'armée m'a dit que, tiens, j'ai trouvé un dossier mais qui est complètement caviardé et compagnie, puis il y a le nom de Pont-Saint-Esprit. Ouais. C'est, voilà. Et en vrai, imagine-toi dans la France des années 50, dans un village au fin fond de la France, imagine la CIA fait ça. Ok? Ils vont envoyer des gens quand même pour étudier. Bien sûr. Mais des Américains en 1950 dans un village en France, ça se voit. Enfin, je veux dire, les gens ils auraient dit c'est marrant, il y avait
2 touristes américains à ce moment-là, ou tiens, des journalistes américains, mais en fait pas du tout, on n'a aucune trace de ça. Donc moi voilà, admettons que ça soit vrai, moi ça me semble ultra étonnant qu'il n'y ait pas eu d'Américains dans le coin et compagnie, alors que franchement je suis persuadé qu'on l'aurait su. En tout cas ça aurait été noté qu'il y avait des Américains qui dormaient à l'hôtel à tel endroit et compagnie, qui étaient souvent sur place. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais... Ouais, bon. C'est peu probable. Même si après les Américains, il y en avait peut-être, parce que faut pas oublier qu'on s'est fait libérer par eux, du coup, quelques années plus tôt, mais on n'est pas du tout dans le coin de toute façon. Quoique, bon, là, il faudrait revoir un peu l'histoire de la guerre. Ils sont passés aussi par le sud. Hein. Il y a eu un débarquement en Provence. Ouais, en Provence. Ouais. Bon, après, voilà. Oui, est-ce qu'ils étaient peut-être encore dans le coin pour certains. Après, il y avait de l'armée en France, sans doute encore, de l'armée américaine. Oui. 50. Ouais. Bon. Moi, c'est pas trop ça qui me choque encore, à la limite. C'est plus de dire pourquoi, en fait. Pourquoi eux? Bah oui. Pourquoi ce village? C'est ça. Pourquoi, voilà. C'est ça. Bon. Écoute. Alors, cause naturelle ou expérimentation, David? Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans le village de Pont-Saint-Esprit cet été-là? On a quand même 300 personnes qui ont perdu la tête tous en même temps. Et est-ce que la thèse officielle de la gêne, voire même de l'ergotisme, pourquoi pas, peut expliquer tout ça selon toi? Eh ben, moi, honnêtement, j'ai quand même le sentiment qu'on est sur quelque chose, une intoxication collective. Après, voilà, il y a eu sans doute, et je pense que ça c'est indéniable, il y a eu un produit qui a fait que les gens ont perdu un peu les pédales sur cette période-là. Puis voilà, c'était une intoxication qui était liée à un produit en particulier, un produit d'une époque en particulier. Et ça n'a pas duré dans le temps. Donc le pain, c'est plutôt cohérent, on va dire. Ouais. Mais voilà, moi j'ai le sentiment que finalement c'est peut-être ça l'histoire. Mais enfin, effectivement, il y a des thèses fantasques. C'est toujours intéressant de les écouter. Ah ouais. Voilà. C'est intéressant. Là, c'est très scientifique, un peu comme débat. Hein. Ouais. Et effectivement, t'as des trucs un peu fantasques. Bon, je suis désolé pour les auditeurs. Cette fois-ci, on n'a pas d'ovni. Mais moi, ça m'a fait penser à l'épidémie de danse de Strasbourg en 1518. Est-ce que tu connais cette histoire? Ouais, oui. Elle est incroyable. C'est incroyable. T'as toute la ville qui s'est mise à danser pendant des jours en 1518. Et alors évidemment, aujourd'hui, on n'a pas d'explication, hein, mais le peu d'explications qu'on essaie d'avancer, ça serait aussi une intoxication comme l'ergot et compagnie. Moi, je mets ça en rapprochement. Je te dirais que j'ai pas de théorie favorite, mais je suis assez d'accord. Bon, moi, la thèse de la CIA, j'y crois pas vraiment. Je pense que c'est plus folklorique et la petite touche un peu exotique dans le dossier. Je crois plus effectivement à quelque chose de naturel, mais je me pose quand même une question, et j'ai pas vu d'études qui en parlaient ni quoi que ce soit. C'est pour ça que je me pose quand même la question, c'est que est-ce que le pain est vraiment au centre de l'affaire, tu vois? Parce qu'en fait, dans cette affaire, tout tourne autour du pain, et j'ai pas trouvé d'éléments d'enquête qui sortent de ce schéma type, tu vois. Tout comme tu l'as fait remarquer tout à l'heure, tout le village n'a pas été malade. Genre, il y a les médecins, il y a le maire, et puis, tu sais, je veux dire que, entre parenthèses, 300 personnes sur un village de 4500 personnes, ça fait quand même pas mal de personnes. C'est quand même vraiment énorme, mais il y avait pas que 300 personnes qui devaient aller dans cette boulangerie, j'imagine. Enfin, tu sais, en gros, j'ai l'impression qu'on a mis le pain au centre, parce que les premiers qui ont dit c'est le pain, c'est le médecin un peu rapidement dès le début, et puis ensuite les journalistes ils se sont emparés du truc, et puis tu sais, tout ça a été monté en épingle et compagnie, mais en gros, moi je m'étonne quand même que ça soit le centre. Et est-ce que ça peut pas être autre chose que le pain, tu vois, une intoxication alimentaire, certes, mais c'est possible. Voilà. Écoute, en tout cas on le saura jamais, parce que, ou alors peut-être une théorie qui sortira prochainement. Effectivement. Et ben écoute, en tout cas, elle est incroyable cette histoire, hein, vraiment. En fait, moi, je la connaissais comme ça, mais en une phrase, quoi.
Intoxication du pain. Mais quand tu détailles cette histoire, il y a vraiment quelque chose d'assez énigmatique. Les morts, puis je pensais pas qu'il y aurait eu des morts quand même dans cette affaire. Il y a quand même eu 7 décès. Ouais, et ça, c'est assez terrible. Est-ce qu'il y a eu des morts pour les danses de Strasbourg? Oui, il me semble. Il y en a qui sont morts d'épuisement, de mémoire. Oui, je pense que certains sont morts d'épuisement, effectivement. Et en tout cas, peut-être qu'on. Il y a même eu des médecins qui sont venus, des médecins, pardon, des troubadours qui sont venus pour faire de la musique et tout, hein, à l'époque. Quand même incroyable comme anecdote. Oui, pour qu'ils soient dans l'ambiance, quoi. Hein. Exactement. Moi, je trouve ça incroyable parce que t'imagines les gens danser sans musique, ce qui est un scandale. Du coup, ils ont fait venir des gens pour leur faire un petit coup de musique. Écoute, en tout cas, un grand merci Florent pour cette sombre affaire obscure. C'était encore une histoire incroyable que tu nous as contée. Non, mais puis celle-là, elle a un petit goût quand même de spécial parce que elle a un goût de pain un peu suranné. Un peu suranné, ouais, tout à fait. Et puis en tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux. Peut-être tu peux nous rappeler dans les réseaux. Mais Facebook, Discord, n'hésitez pas à venir nous suivre sur Facebook et Discord. Et puis venez nous mettre un petit j'aime, venez nous mettre votre théorie. N'hésitez pas à nous noter aussi sur Apple Podcast, sur Spotify, Google Podcast. On est un peu partout là, sur tous les réseaux de lecteurs de podcasts. Mais moi, ma question, David, c'est qu'est-ce qu'on écoute la semaine prochaine? Qu'est-ce que vous allez pouvoir écouter qui vient de David? Eh ben, la semaine prochaine, pardon. Excusez-moi, la semaine prochaine, on va revenir sur quelque chose dont on a évoqué. Et là, je vous laisse mener l'enquête. Un petit peu l'enquête de la semaine, pour vous qui écoutez ce podcast, et pour toi, Florent. On va revenir sur quelque chose, sur une histoire, sur une affaire obscure qu'on a déjà évoquée, mais simplement évoquée. Et là, on va la détailler précisément, mais une chose est sûre, c'est que je suis sûr que vous allez vous rappeler de quoi il s'agit quand je vais démarrer cette histoire, parce qu'elle était quand même assez incroyable aussi. Voilà. Parfait. Écoute, je vais réécouter tous les épisodes et puis je vais essayer de trouver ça pour la semaine prochaine. Faites-en tous de même. Écoutez tous nos épisodes. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Affaires Obscures. Salut Florent. Salut David. Merci à tous. Bonne semaine à tous.